Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un cours avec des illustrations. A tout de suite. Pour réaliser un cours de formation, il nous semble naturel d'utiliser régulièrement des images pour agrémenter et pour justement souligner le texte que l'on affiche. Mais il est encore rare d'avoir seulement des cours avec des illustrations essentiellement, pour plusieurs raisons, parce que c'est souvent culturel, c'est un concept que l'on utilise plus dans les pays anglo-saxons et cela demande des outils très performants pour avoir un rendu intéressant et pédagogique. Alors, cela implique de plus un travail beaucoup plus important lorsque l'on utilise seulement des illustrations pour faire un cours. Parce qu'il faut faire ses recherches, il faut les enregistrer, les nommer, les stocker, les classer. Et après, il va falloir créer toutes les animations qui vont faire qu'elles auront une pertinence pédagogique lorsque le slide ou la diapositive sera affichée. Alors, il y a aussi une raison, c'est que souvent l'aspect ludique que représentent les illustrations donne le sentiment d'être moins sérieux et ça peut donner cette impression à l'auditoire d'avoir un côté comme ça superficiel qui privilégie plutôt la forme que le fond, alors qu'en fait il n'en est rien. Si les illustrations sont bien utilisées, ça peut tout à fait être pertinent, beaucoup plus puissant que le texte. Alors que justement, si on les utilise à bon escient, elles favorisent largement l'apprentissage. Et contrairement aux apparences, la création d'un cours avec des illustrations demande beaucoup plus de travail. Le choix des images est à double tranchant. Et l'animation implique un bon équilibre entre la pertinence pédagogique et la symbolique de ce qu'elle représente. Alors, l'utilisation d'une illustration dans un cours peut être représentée sous différentes formes. Elle représente des ressources pédagogiques à part entière puisqu'elle participe à l'apprentissage de l'apprenant. Alors on va avoir dans un premier temps les images, c'est le grand classique. Ce qui est important dans le choix des images, c'est ce qu'elles représentent en fonction du message que l'on souhaite faire passer. C'est la symbolique. Si une image vaut 1000 mots, elle doit être en parfaite adéquation avec le sujet au risque de s'exposer à une mauvaise interprétation de la part du public. Exemple, si vous abordez le sujet du bonheur avec des gens heureux, l'image doit être parfaitement en adéquation avec ce sujet. Exemple, si vous parlez donc de gens heureux, l'image que vous allez utiliser ici devra être représentative de gens heureux. Alors ça a l'air simple, ça a l'air évident, mais comme pour les hors-sujets de manière générale, on voit encore beaucoup d'erreurs commises avec ce type d'utilisation. Alors ensuite, on va avoir les dessins. Là, de la même manière, si on utilise des dessins pour symboliser le bonheur ou des gens heureux, il va falloir utiliser un dessin pertinent en sachant que entre cette image-là et cette image-là, ben forcément, on va avoir un ton qui sera complètement différent. Donc le ton, ça veut dire que ça va peut-être toucher beaucoup plus ou beaucoup moins certains types de publics. Alors, hop, je reviens en arrière. Ensuite, on va avoir les schémas. Alors les schémas, c'est intéressant, mais ça demande souvent une explication et une certaine animation. Alors soit le schéma est directement très explicite, très compréhensible par l'auditoire, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais en revanche, il ne faut pas croire que le schéma va tout expliquer comme ça et va être évident. Parce que souvent, quand on crée un schéma, soi-même, on l'a en tête. Nous, on sait ce que ça représente, on sait ce qu'on veut dire, mais il faut se mettre à la place de celui qui va le visualiser pour se poser la question suivante, est-ce qu'il va bien comprendre ce que j'ai voulu faire passer comme message? Alors si par exemple ici, je reprends un schéma que j'ai déjà utilisé dans d'autres articles ou vidéos, ça symbolise, si vous voulez, l'utilisation d'un cours tronc commun par rapport à plusieurs cours. C'est-à-dire que c'est un cours
que l'on peut utiliser pour différents types de cours, puisque c'est un tronc commun qui peut être utilisé donc en introduction. Donc ici, j'ai fait un petit schéma qui représente le tronc commun, et avec les flèches ici, on voit bien que ce tronc commun peut être utilisé pour des cours qui vont ensuite être développés avec le schéma développement et conclusion. Donc l'utilisation des schémas, c'est intéressant, mais là aussi, ça demande une certaine construction pédagogique qui doit être complètement pertinente. Après, pour les vidéos, alors là, on est dedans, hein. Pour l'utilisation des vidéos, je ne parle pas de vidéos que vous allez, comme celle que je vais mettre en ligne, là, qui sera complète. Je parle de l'utilisation d'extraits de vidéos qui, comme le schéma, comme les images ou les dessins, vont illustrer et appuyer votre discours pédagogique. Donc là aussi, je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai mises en ligne et vous pourrez constater que voilà, leur utilisation est très intéressante, mais là aussi, il faut faire attention et qu'elle soit en adéquation avec le discours élaboré et présenté. Alors ensuite, lorsqu'on utilise des images, il y a plusieurs approches, hein. Mais celle qui est quand même la plus pertinente, qui vous permettra d'avoir des supports de cours intéressants et sympas, c'est de préparer sa banque d'illustrations. C'est-à-dire qu'il va falloir l'organiser. Il va falloir enregistrer, archiver et classer et trier vos images pour ensuite pouvoir les réutiliser. Parce que l'idée, c'est après d'être efficient, c'est-à-dire de pouvoir optimiser son temps et d'utiliser la même banque d'images pour éviter à chaque fois de perdre du temps à rechercher une image à chaque fois, quoi. Donc lorsque les illustrations sont utilisées comme des supports pédagogiques, elles demandent d'être sélectionnées, triées, classées de la sorte avec une attention bien précise. Alors une image, elle nous renvoie, si vous voulez, à plusieurs critères. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle le look and feel, c'est-à-dire le design. D'accord ? C'est l'aspect d'une illustration dans sa forme, ça ou ses couleurs, sa symbolique et la perception graphique qu'elle renvoie à l'utilisateur. Donc voilà, c'est son design. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle la charte graphique, c'est l'identité visuelle. Donc dans sa définition large, une charte graphique s'applique sur tous les documents ou supports de communication d'une entité, entreprise, association, organisation, mais on peut reprendre ce principe pour créer des supports de cours ou des présentations si vous en faites régulièrement. Donc dedans, on va y retrouver le logo, les couleurs utilisées, la typographie et éventuellement un slogan. Donc le principe consiste à harmoniser tous ces éléments pour en faire un style propre et reconnaissable d'une marque. Donc là, si vous faites un cours en reprenant toujours la même charte graphique avec vos illustrations, vous allez vous créer une image de marque. Alors pour des illustrations, c'est évidemment la même chose que pour des logos ou de la communication commerciale ou marketing. Ça consiste donc à utiliser une certaine unité visuelle. Alors si vous n'utilisez que des photos en noir et blanc par exemple, ou des dessins avec un même style graphique, vous allez obtenir une entité visuelle qui vous sera propre. Alors ensuite, ça peut être également par thématique. Donc les thématiques, elles vont représenter une certaine symbolique à travers vos illustrations, comme des personnages, des paysages, des bâtiments, des objets ou autres, et elles se classent par famille. Là aussi, vous pouvez les choisir sans cohérence avec une charte graphique ou un look and feel particulier, mais n'oubliez pas qu'elles représentent un support pédagogique. Donc là aussi, c'est important d'avoir en tête cet aspect-là, parce que plus votre auditoire se familiarise avec un style visuel, et plus il retient ce qu'il voit. C'est donc un aspect qu'il ne faut pas négliger pour favoriser l'apprentissage et la mémorisation. Alors voyons un premier exemple. Si vous utilisez dans vos cours des images à chaque fois pour représenter un personnage, un individu, et que vous utilisez donc des images qui ont un look and feel complètement différent, ça fonctionnera, ça marchera, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, vous aurez comme ça des illustrations avec un look and feel disparate qui ne vous donnera pas, si vous voulez, une unité visuelle. Et alors, je ne dis pas que ça va perturber vos apprenants, mais ça va pas donner ce sentiment de cohérence graphique sur tous vos supports. En utilisant ces images qui n'ont pas du tout le même look and feel pour vos cours, cela ne signifie pas qu'il ne sera pas bon, puisque c'est le fond qui compte, hein, toujours privilégier le fond plutôt que la forme, mais vous n'aurez pas une signature graphique propre qui caractérise votre style. Voyons maintenant un autre exemple avec des illustrations ayant le même look and feel. Alors si vous utilisez des personnages en noir et blanc, par exemple ici, avec un même look and feel, vous voyez que vous obtenez une signature graphique qui donnera un certain ton graphique à vos supports pédagogiques ou présentations. Et les personnes qui suivront vos cours s'habitueront peu à peu et adopteront ces codes visuellement et les mémoriseront d'autant plus. Et ça favorisera ainsi l'apprentissage. Et après, bon, alors, il y en a certains qui vont adhérer à votre style et d'autres qui n'adhéreront pas. C'est un peu aussi le risque et le revers de la médaille. Mais voilà, sachez que le fait d'avoir une signature graphique vous permet quand même, vous aussi, de donner le ton de ce que vous voulez faire ensuite sur vos supports de cours. Autre exemple, parce que ici, on a un exemple qui peut donner un peu comme ça un sentiment de sérieux, d'un peu, alors c'est très professionnel, etc. Si vous voulez donner un aspect beaucoup plus ludique, vous pouvez utiliser ces personnages qui sont très connus. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir à chaque fois une unité graphique pour éviter de perdre aussi l'attention de vos apprenants. Parce que quand vos apprenants s'habituent à un rendu graphique, ils mémorisent beaucoup plus facilement ce que vous présentez par la suite, puisqu'ils s'habituent au look and feel de vos illustrations. Ensuite, l'utilisation du texte. Alors, dans un cours où l'illustration est le support principal, le texte devient donc complémentaire. Donc, ça veut dire qu'il doit être d'autant plus explicite, c'est-à-dire que vous allez avoir une image et vous allez avoir un texte qui va être présenté sous forme de mots-clés qui doit symboliser l'image et soutenir le commentaire que vous présentez dans votre cours. Alors, en présentiel, le formateur pourra aisément commenter et expliquer ce que voient les stagiaires. C'est normal puisque vous êtes en cours et vous pourrez donc, en affichant un slide, par exemple ici, vous aurez un texte qui appuiera votre discours et vous pourrez le commenter et alimenter j'allais dire, le déroulé de votre cours. Le contenu de la diapositive ou du document affiché pourra être épuré avec peu d'animation et des illustrations avec peu de texte, puisque vous êtes en présentiel et que vous pouvez compenser par votre discours. Mais il n'en reste pas moins que les illustrations devront être en adéquation avec le sujet et le discours du formateur, au risque de détourner l'attention et la concentration des stagiaires. Alors, si c'est une formation en ligne, le texte qui appuie les illustrations doit quasiment se présenter sous forme de mots-clés pour être très explicite. Ce sont les commentaires en voix off qui jouent un rôle primordial, puisque là, ce sont les commentaires qui vont compléter et alimenter le contenu de votre cours, au-delà donc du texte sous forme de mots-clés affichés et des illustrations. Donc le travail de synchronisation est beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus important lorsque l'on fait ce type de support de cours. Ensuite, pour l'utilisation des notes. Alors, les notes sont les informations complémentaires du cours que le formateur aura préparées. C'est-à-dire qu'en utilisant PowerPoint, le formateur peut les masquer au public ou tout simplement les avoir sous forme de fiches qu'il tient à la main ou dispose sur son bureau. Donc là, lorsqu'on est en présentiel, un formateur n'est pas obligé de s'interdire d'avoir donc des notes, hein.
Donc il peut tout à fait les tenir à proximité, et même si le public voit qu'il utilise des notes, c'est pas grave, hein. Le tout, c'est de le faire de manière fluide, que ça reste pas quelque chose qui perturbe votre discours et le cours. Donc ça demande quand même une certaine pratique avant de maîtriser l'utilisation des notes sans que cela soit ressenti par les apprenants ou l'auditoire. Donc les notes, elles sont des informations qui donnent des repères au formateur. Donc il peut utiliser ces notes comme fil conducteur, hein, parce que en général, le formateur, c'est souhaitable même, maîtrise son discours, maîtrise le contenu de son cours, mais des fois, bon, il part dans une explication qui est un peu plus longue et peut un peu sortir de ce qu'il avait prévu en termes de timing. Et pour revenir sur son cours et reprendre le fil de son plan, ben, il peut avoir besoin de s'appuyer sur des notes. Donc pour les formations en ligne, ça va être un peu différent, hein, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de notes. C'est la voix off enregistrée sur le cours qui explique le contenu en s'appuyant sur les illustrations. Alors la synchronisation des illustrations et du texte est très importante parce que ce soit en présentiel ou en ligne, le discours du formateur doit être en adéquation avec ce qu'il affiche au tableau. On voit souvent encore dans des formations un slide ou un document qui est affiché. Le formateur déroule son sujet et oublie de passer au support suivant qui correspond au discours qu'il est en train de tenir au moment où il le tient. Donc il y a un décalage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auditoire ou le stagiaire, lui, il ne peut pas s'empêcher de voir ce qu'il y a au tableau et tout en écoutant le formateur. Donc si les deux ne sont pas en adéquation, il risque de perdre en concentration et de ne pas comprendre où il en est, surtout si lui-même prend des notes pour se construire, j'allais dire, un plan pour après reprendre ses notes, les réviser, etc. etc. Alors qu'en formation à distance, la synchronisation n'a pas de marge de manœuvre, à l'inverse des formations en présentiel, puisque à distance, on est obligé d'être synchronisé. Il n'y a pas d'autres alternatives, sinon le stagiaire ne va pas comprendre. Et comme le formateur n'est pas en présentiel, le stagiaire ne pourra pas poser des questions pour obtenir des réponses s'il a un doute sur la cohérence du contenu. Donc c'est très important de bien synchroniser le discours avec les illustrations utilisées. Alors, contrairement aux apparences, une formation en ligne demande beaucoup plus de préparation et de réflexion pédagogique pour avoir un contenu cohérent. En présentiel, le formateur peut adapter son cours et improviser. Il peut revenir en arrière si il a un feedback visuel avec ses stagiaires qui lui laisse penser qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils sont interrogatifs. Il va pouvoir revenir en arrière pour poser éventuellement une question et réexpliquer. D'accord ? Alors qu'en cours à distance enregistré, c'est pas le cas. Donc le formateur doit anticiper les questions en y répondant directement dans le cours. Donc pour une diapositive en présentiel, il faut compter plusieurs diapositives pour un même cours à distance, hein. Moi, je vous donne un exemple. Quand je dispensais des cours, j'avais des supports d'une 50aine de diapositives pour certains cours. Quand j'ai mis ces mêmes cours en ligne, j'avais 250 diapositives pour le même cours. Parce que j'étais obligé de décliner tout ce que je disais de manière orale. J'ai dû le décliner par diapositive lorsque j'ai enregistré mes cours en ligne. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. Et après, bon, plus on a d'expérience et moins on a besoin de support, alors qu'avec une formation à distance, ça restera incontournable. On devra avoir un support de cours extrêmement développé et précis. Alors ensuite, pour utiliser des illustrations, il est important de les classer. Donc si vous voulez vous constituer une banque d'illustrations digne de ce nom, vous ne pourrez pas y couper. Vous devrez vous organiser, cela passe par le classement. Je tiens à préciser que le fait de se constituer une banque d'illustrations signifie que vous allez utiliser régulièrement les mêmes, justement pour habituer vos stagiaires à avoir les mêmes repères pédagogiques visuels.
Exemple de classement, alors ce sont que des exemples, hein. Il faut vous créer un dossier illustration et ensuite des sous-dossiers. Alors moi c'est pas mon cas, hein. Là je vous donne des exemples que j'ai créés pour cette vidéo. Mais voilà, si vous parlez régulièrement d'animaux, il va falloir vous créer un dossier d'avions, de bâtiments, business, communication, etc., etc. Ça dépendra des thèmes que vous abordez, mais il va falloir vous créer des sous-dossiers pour classer toutes vos illustrations. Et après, quand vous créerez vos supports, vous n'aurez plus qu'à aller puiser dedans et vous gagnerez un temps infini. Alors, c'est un gros travail de préparation au départ, mais par la suite, c'est extrêmement confortable. Alors ici, je vous mets quelques sites hein, pour trouver des images gratuites ou payantes, hein, d'accord? Donc on les connaît tous, hein, ils sont très connus, mais si vous ne les connaissez pas, ben, je vous mets voilà, les principaux liens, j'aurais pu en mettre plus, mais ça vous permet d'aller voir ce qui se fait sur ces sites pour... alors la plupart sont gratuites et d'autres sont payantes, hein. Alors vous pouvez acheter sur certains sites, vous pouvez même commander des packages avec des abonnements. Bon, c'est à vous de voir si c'est pertinent. Si vous vous engagez dans un projet qui consiste à utiliser régulièrement des images, je vous invite à prendre donc des packages payants pour avoir des banques d'images régulièrement que vous pourrez alimenter dans vos dossiers de classement. Alors ensuite, l'utilisation des effets d'animation. Alors, quand on utilise des illustrations, les effets vont faire apparaître vos illustrations sur vos diapositives. Donc ça, tout le monde le sait. Mais ces effets-là, ils sont plus ou moins sophistiqués. Et moi, ce que je préconise, c'est quand même de rester simple. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça reste encore le fond. Donc c'est ce que vous présentez qui est important, c'est le contenu qui est important. Alors la forme peut être sympa, c'est pas le souci, mais en mettant trop d'effets, si vous voulez, vous allez comment dire, capter l'attention de l'apprenant, de votre auditoire sur les effets et non plus sur le fond. Donc c'est un équilibrage à avoir en tête pour ne pas perdre de vue que c'est le fond qui doit être privilégié au détriment des effets. Donc moi je sais que personnellement j'utilise des effets de base parce que ça suffit largement et que je privilégie toujours le fond à la forme, même si je reconnais que la forme participe activement à l'apprentissage et à la pédagogie lorsque l'on fait un cours. Alors, exemple, dans PowerPoint, vous avez la possibilité de sélectionner, alors hop, tac, quel type d'animation vous souhaitez pour vos illustrations. Bon, alors moi je fais pas des cours sur PowerPoint. Alors peut-être plus tard je verrai en fonction s'il y a une demande, si je reçois des demandes et qu'on me pose des questions. Mais vous avez compris que mon approche dans mes vidéos, moi, elle est surtout sur l'aspect pédagogique. Comment faire des cours et avoir une bonne pédagogie en utilisant des outils. Je ne fais pas de formation technique sur les outils, même si je pense qu'effectivement, de temps en temps, je suis quand même obligé d'en parler parce que c'est directement lié. Alors, pour les animations, même si la plupart des gens savent utiliser PowerPoint, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, il suffit de cliquer sur, quand vous avez ouvert PowerPoint, que vous avez inséré une image, vous allez en première étape cliquer sur votre image ici, et une fois que vous avez cliqué sur l'image, vous allez sélectionner l'onglet animation ici. Et une fois que vous avez sélectionné cet onglet, vous allez sélectionner ici dans cette liste. Alors vous avez un menu déroulant qui peut vous proposer d'autres effets. Bon, moi je vous mets ici, je clique sur apparaître, c'est-à-dire que l'image apparaît simplement sur votre slide une fois que vous êtes en mode diaporama. Donc le mode diaporama ici, bon, il n'apparaît pas, mais quand vous ouvrez PowerPoint, vous avez un onglet ici, vous cliquez et toutes vos illustrations et vos textes s'affichent au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ici, vous avez vu qu'une fois que vous avez attribué une animation à l'image,
vous avez un chiffre en haut à gauche qui s'inscrit. Donc ici, c'est le numéro 1. Ça veut dire que quand vous serez en mode diaporama, c'est cette image qui apparaîtra en premier. Et si vous aviez une deuxième image ou du texte à qui vous attribuez une animation, elle aurait le numéro 2 qui lui serait attribué. Ça veut dire qu'elle apparaîtrait en deuxième position après cette première image. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment utiliser les illustrations et non pas comment utiliser PowerPoint. Alors, cela dit, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je verrai sur quel point, en fonction de vos questions, je pourrais éventuellement faire des vidéos sur le sujet puisque je maîtrise PowerPoint bien évidemment. Alors, exemple de lorsque l'on utilise plusieurs illustrations, si vous parlez de gens heureux qui partent en vacances, vous pourrez le dire seulement avec des illustrations qui s'afficheront les unes après les autres. Donc ici, vous aurez votre première image avec des gens heureux, avec une flèche qui nous indique que, bon, avec le symbole de l'avion, ces gens vont partir en vacances. Alors, sur PowerPoint, cette première image s'affichera en premier, ensuite vous aurez la flèche, et en troisième position, vous aurez l'avion. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Là, sur ce slide, il n'y aurait pas de texte. C'est le commentaire du formateur en présentiel qui expliquerait et ferait dérouler au fur et à mesure les images pour expliquer son sujet. Et à distance, ça serait le commentaire de la voix off qui serait synchronisé avec l'arrivée des images au fur et à mesure, qui expliquerait le contenu du cours. Voilà, donc en résumé, l'illustration est souvent utilisée comme accessoire. Mais si vous l'utilisez comme support principal, il sera nécessaire de tenir compte de tous les critères graphiques qui les caractérisent pour obtenir un rendu qui vous ressemble. Donc pour les personnes, pour les gens, on parle souvent de personal branding. Donc c'est un peu la même chose si vous devez créer des contenus régulièrement. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez votre propre design de cours, votre propre charte graphique pour que vos apprenants s'habituent à avoir les mêmes illustrations, la même typographie, etc., etc. Alors, il n'y a pas forcément de statistiques qui le démontrent, mais on sait tous que lorsque l'on est habitué à un certain graphisme, ben, on ne se concentre plus pour le décoder, parce qu'à chaque fois, on l'identifie et notre mémoire l'a déjà intégré. Et à partir de là, notre mémoire se concentre sur le contenu et non plus sur la forme. Voilà, donc il n'y a pas de stats, mais voilà, on peut en déduire que ça quand même, ça participe à l'amélioration de l'apprentissage. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement et librement mes 2 e-books, comment transformer sa vie en trouvant sa voie, et mon livre Accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre sur Amazon. Développement personnel, les 3 piliers, enfin si vous le souhaitez, vous pouvez le commander directement sur leur site. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.